Bonjour à tous et bienvenue à ce flash. Nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes, le temps pour nous de vous parler de l'actualité nationale. Hier, c'était le 41e anniversaire de la disparition d'Omar Blondin Diop. Cet étudiant et acteur public a marqué les années 1968-1973 pendant les grandes manifestations ouvrières et estudiantines contre le régime de Léopold Sédar Senghor. Omar Blondin Diop a été retrouvé mort dans sa cellule à la prison de Gorée après son arrestation à Bamako en novembre 1971. Un hommage lui a été rendu hier après-midi par les plus hautes autorités du pays. Ibrahima Traoré nous en parle. Un panel de haut niveau pour rendre un vibrant hommage à Omar Blondin Diop, disparu le 11 mai 1973, âgé seulement de 26 ans. Ancien élève de l'école normale supérieure, agrégative, Omar Blondin n'en était pas moins un intellectuel engagé, concerné par le devenir de son peuple. 41 ans après, l'on se souvient de cet homme de gloire. Ce que je voudrais qu'on fasse aujourd'hui, Monsieur le Président, et je crois que vous êtes bien placé pour le faire, c'est essayer de faire que, dans ce que nous retiendrons de ce bref passage de Omar dans la vie, c'est qu'il a une vie remplie et comblée parce qu'il s'est engagé, et que nous, aujourd'hui, nous devons donner aux jeunes générations des moyens de s'engager et de ne pas connaître ce vide et cette absence de perspective, de rêve et d'idéal. Omar, c'est une étoile filante. Je l'évoque, ce que Philidabo Sissoko, qui a assisté à son baptême, a dit à Niamey, qui sera un nom universel. Et tout le monde sait la qualité géomantique de Philidabo. Et aujourd'hui, on a le constat qu'il est une étoile filante et universelle, puisque hommage lui est rendu à Dakar, à Paris et aujourd'hui à Bamako. Et je pense que c'est un grand signe pour toute l'Afrique, pour dire qu'il y a un idéal, que même si nous sommes affaissés, nous avons le bon bout, mais le bon bout va avec ceux qui croient en eux-mêmes et ceux qui croient en Dieu. Sa préparation de l'agrégation est interrompue par l'arrestation du groupe dit des incendiaires qui avait mis le feu au Centre culturel français de Dakar en janvier 1971. Certains membres du groupe sont condamnés à de lourdes peines. Choqués par la sévérité de ce verdict, Omar et quelques amis suspendent leurs études et regagnent l'Afrique afin d'œuvrer à la libération de leurs camarades emprisonnés. Arrivés à Bamako après un périple qui les conduira successivement de Syrie en Érythrée, puis à Alger et Conakry, ils ne parviendront jamais au Sénégal. Ils sont arrêtés préventivement au Mali, puis extradés à Dakar avant d'être jugés et condamnés. Nous sommes des Bamakois. Nous sommes des Bamakois et nul n'en avait conscience plus qu'Omar. Que serait devenu Omar? Je ne peux pas dire ce qu'il serait. Mais ce que je peux dire de façon certaine, c'est que sans doute les paradigmes politico-institutionnels d'aujourd'hui, qui explique le monde d'aujourd'hui, ne lui aurait pas paru particulièrement pertinent. Ni un certain nationalisme primaire qui a servi de fonds de commerce, ni une certaine vulgate marxiste qui a donné naissance à toutes sortes de variantes de socialisme africain, ni, je dirais, le discours postmoderniste qui se veut une réponse également à des problèmes nouveaux. Je pense cependant que il est certain qu'un homme comme Omar aurait sans doute, à l'image de Gramsci, refusé le transformisme qui permet à des États de décapiter des élites. Mais il n'aurait certainement pas non plus cédé au messianisme des élites qui fait croire que les intellectuels ou les élites intellectuelles ont un rôle de leader à jouer dans la transformation sociale. Il ne cherchait pas à écraser ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui comme moi, avec la force de ses arguments. Il cherchait au contraire à tenter de les gagner patiemment à ses vues, sans les heurter, en leur montrant les faiblesses de leurs propres positions. Ces discussions révélaient toujours son attachement profond pour l'Afrique et son désir de hâter l'émancipation des peuples africains. Il disait, et là je peux presque mettre des guillemets, nous devons faire en sorte qu'à l'heure de notre mort, nous partions avec un peu moins d'amertume que la génération de nos parents qui nous a laissé une Afrique divisée, affaiblie et dominée. Je me sens aujourd'hui un peu plus de son bord et c'est du plus profond de mon cœur que je lui dis « Hasta siempre, Omar ».
Il voulait que l'Afrique recouvre sa dignité, que l'Afrique soit respectée et que l'Afrique joue un rôle dans l'histoire mondiale. Et le nationalisme est important aujourd'hui parce qu'il a été discrédité à partir du milieu des années 60. On nous a fait croire qu'être nationaliste était une mauvaise chose, que le combat nationaliste avait échoué. On a eu honte de nous-mêmes et progressivement nous avons abdiqué. L'Afrique est entrée dans une longue nuit marquée par l'ajustement structurel où on a démantelé nos États, on a appauvri nos États, on a remis en cause tout ce pour lesquels nos pères avaient combattu. Et aujourd'hui, nous vivons des tragédies multiples. Omar Blondin Diop a été découvert mort dans des circonstances tragiques dans sa cellule. Dakar va immédiatement s'embraser sous la colère d'une jeunesse insurgée. Elle descend dans la rue pour exprimer son indignation. Des manifestations spontanées sont organisées un peu partout dans le pays. Le 15 mai prochain, cela fera exactement 1 an que nous attendons toujours la réponse des autorités sénégalaises à notre requête. Une requête qui n'est nullement une volonté revancharde, mais le souci de faire établir la vérité toute simple, faire toute la lumière sur les circonstances exactes et le cas échéant sur les auteurs responsables de la mort violente, cela est attesté, et prématurée du fils aîné de notre famille, de notre frère aîné. Les qualités d'Omar Blondin Diop, qui a eu une vie courte mais bien remplie, sont magnifiées dans ce livre d'or par le président de la République. Quelques notes musicales, toujours en hommage à Omar, ont marqué aussi cet événement. Pour le chef de l'État, Omar Blondin Diop incarnait la lumière. Dans une intervention pleine d'émotion, le président Ibrahim Boubacar Keïta a salué la mémoire de ce grand homme qui doit servir d'exemple à la nouvelle génération. Omar était un enfant de lumière, un enfant de lumière. Et que l'on me pardonne de revenir encore à l'exercice latiniste. D'Omar, je dirais, sa devise aurait pu être lux mea qualitas. La lumière est ma qualité. Tellement il était lumineux, ce garçon, cet homme. Et d'une générosité, c'est cette générosité qui l'a porté à sortir du cocon doré dans lequel baignent en général les gens de la rue d'Ulm pour se frotter aux travailleurs migrants en France, alphabétisés, s'enquérir de leur situation et également faire sien tous ces combats anonymes qui étaient menés à droite et à gauche, que ce fut en Afrique, son continent, en Amérique latine, mais aux États-Unis d'Amérique. Oui, c'est bien. Mais souvenons-nous également aussi de nos frères noirs américains qui souffrent. C'est lui le premier qui a parlé du Black Panther Party à la Porte Dorée. Des noms comme Hugh Hinton, Bobby Seale, Stokely Carmichael, Alice Cleaver nous furent connus par Omar. C'est lui qui nous a fait connaître. Donc cet homme était véritablement universel. D'où son manque total de complexe. Il en savait autant que tout être son contemporain. Dès lors, quel complexe pouvait-il nourrir? Omar était un homme libre, totalement libre. Libre du fait de son savoir immense, libre par ses dispositions personnelles, intellectuelles, psychologiques et culturelles. Notre père Blondin était un homme libre et que ses enfants aient été ces hommes libres qui parfois ont payé cher cette liberté-là n'était pas pour surprendre.
Ma dernière rencontre avec lui, ce fut chez mon aîné Dibel et ma sœur Margot. Le combat pour que d'autres profitent de cette liberté que l'on voudrait pour soi, que nous sommes dans un monde de partage, un monde d'échange, un monde de convivialité, de communion, qui n'exclut pas la pratique de la lutte pour la survie. Omar fut à tous égards, chers amis, cet être de lumière que Paolo Coelho célèbre dans ses différents ouvrages, L'alchimiste, Sur le bord de la rivière Piètre, je me suis assis, j'ai pleuré, etc. Voilà le parcours d'Omar et les souvenirs que j'ai gardés de cet homme merveilleux. Omar, merci, tu n'as pas vécu en vain. Changeons de sujet pour parler de cette conférence débat dont le thème est « Monnaie unique en zone CEDEAO à l'horizon 2020-2020 » qui s'est tenue samedi à l'intention des étudiants de l'université privée Submanagement. La conférence était animée par Ibrahim Bokarba, commissaire chargé des questions politiques et économiques à la CEDEAO. Le compte-rendu de Lamine Keita. L'intégration monétaire est le stade ultime du processus d'intégration économique. Les pays de la CEDEAO peuvent-ils envisager aller vers une monnaie unique à l'horizon 2020? Je pense que c'est vraiment pas seulement un rêve, c'est un objectif qu'on peut atteindre parce qu'il y a eu des progrès dans la convergence macroéconomique, il y a un bon taux de croissance et il y a aussi une volonté politique des chefs d'État d'aller de l'avant. La conférence est arrivée au bon moment pour nous, ont indiqué certains participants. Ce que je peux dire que j'ai retenu essentiellement sur la conférence, c'est que la monnaie unique au niveau de la CEDEAO, ça peut être un rêve qu'on peut réaliser si les États décident de se mettre ensemble. Aller vers la monnaie unique pourrait permettre à nos différents États de la CEDEAO de réellement enclencher leur croissance économique et à long terme de réellement tendre vers le développement économique et social de nos pays à travers l'augmentation, la facilitation des échanges, la facilitation des transactions entre les différents peuples de la CEDEAO. Je crois qu'à travers l'exposé, nous pouvons aujourd'hui affirmer que l'espoir nous est permis. Nous, en tant que panafricains, vraiment d'avoir une monnaie forte. Parce que sans une monnaie forte, on ne peut pas avoir de développement. Lors des débats, il a aussi été question des difficultés qui constituent des entraves à l'union monétaire dans la zone CEDEAO. Libre circulation des personnes et des biens. D'une conférence à une autre et toujours avec les étudiants, cette fois-ci de la faculté des sciences économiques et de gestion. La conférence avait comme thème « Comment prévenir et détecter la fraude dans les organisations ». Pour plus de précision, écoutons Souaboua Terra, le coordinateur master en audit et contrôle de gestion. Il est au micro d'Adama Koulibaly. Faculté, à travers la coordination du DSS en audit et contrôle de gestion, a organisé cette conférence dans le but de compléter, c'est-à-dire la formation en audit des étudiants de la 4e année gestion. L'idée, c'était de mettre les étudiants en contact avec le milieu socio-professionnel, c'est-à-dire les acteurs de l'audit, et plus précisément l'association des auditeurs et consultants internes du Mali. Le choix même du thème comment prévenir et détecter les fraudes en organisation, ce choix n'est pas un choix fortuit, c'est par rapport aux récents événements comme l'affaire Enron et l'affaire Vivendi qui ont marqué les grandes entreprises américaines et françaises. Et donc, on s'est dit, puisque nous, les pays en voie de développement, également, la problématique, c'est-à-dire de la corruption ou de la fraude dans les organisations, c'est un problème qui peut être un frein aussi à notre développement. Donc, on s'est dit, les étudiants qui sont les futurs cadres de ce pays, il serait mieux de les doter d'outils, les faire comprendre que la notion de fraude, c'est un concept qu'on peut prévenir et qu'on peut détecter et qu'on peut mettre des mécanismes sur place pour minimiser toutes ces malversations qui se produisent au niveau des organisations.
L'association Malikoura de Lafiabougou, appuyée par des ressortissants du 10 quartiers à l'étranger, a remis du matériel médical et des médicaments au centre de santé de Lafiabougou. Nous vous proposons d'écouter le président de l'association, Lassine Diabaté, au micro d'Adama Koulibaly. C'est une association que nous avons mis en place pour venir pour apporter notre contribution au développement de notre commune. Nous sommes là en commune 4 dans le centre de référence afin de remettre un lot de matériel médical et sanitaire à la commune afin qu'on puisse apporter un peu notre contribution à la santé de la population de notre commune. Le problème de santé est un problème récurrent dans toute la République. Et nous avons tissé des relations avec une autre association en France qui nous a apporté un peu de matériel et nous aussi nous en avons payé sur place ici afin de doter notre commune de certains matériels et apporter notre concours à l'amélioration de la santé de notre population. Il y a le matériel médical pour la stomatologie et puis des produits d'entretien que nous avons mis à la disposition de la commune, en fait du centre de santé de la commune. Parlons culture à présent. 11 mai 1981, 11 mai 2014, cela fait 33 ans que la superstar Robert Nesta alias Bob Marley est décédé. Tout au long de sa vie, le chanteur métis jamaïcain s'est battu pour la délivrance de l'homme noir. Au Mali, sa mort est commémorée chaque 11 mai par un nombre important de fans, mais aussi et surtout par une communauté de Rasta acquise à sa cause. Nos reporters Abdul Salam Bambara et Cheikh Oumar Sangaré ont naturellement été inspirés cette semaine par cette icône du reggae et le mouvement Rastafari du Mali. Voici leur dossier culture. Robert Nesta, alias Bob Marley, a rencontré de son vivant un succès inédit et reste à ce jour le musicien qui a permis à la musique reggae et au mouvement Rastafari de connaître une audience planétaire. Cette icône du reggae a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde. Le musicien a vu le jour le 6 février 1945 à 9 Miles, en Jamaïque. Après avoir bravé les misères de la campagne et celles du ghetto, il enregistra sa première chanson intitulée Jackson Mott, Ne juge pas, en 1962. En 1963, il forme en compagnie de Junior Brathwaite, Peter Tosh et Bunny Wellers le groupe The Wellers, les gémissaires. Nous sommes en 1966. Bob Marley devient un vrai adepte du rastafarisme, un mouvement qui a émergé dans les années 1930. C'est ainsi qu'il retourna dans son village natal en 1967 pour un ressourcement spirituel tout en continuant d'enregistrer et de publier des 45 tours. Le live enregistré le 18 juillet 1975 à Londres contient son premier succès international, No Woman No Cry, une chanson dans laquelle il console une femme affectée par la violence des ghettos. Suivi de Rastaman Vibration en 1976, qui sera le disque le plus vendu du vivant de l'artiste. Rastaman Vibration. Entre 1965 et 1980, Bob Marley et son groupe The Wellers ont produit plus d'une dizaine d'albums avec des titres envoûtants et un répertoire consistant. Mais en 1977, une blessure au gros orteil de Bob, faite en jouant au football, s'ouvre à nouveau lors des matchs amicaux à l'hôtel Hilton de Paris. Il résulte du diagnostic que Bob Marley souffre d'un mélanome malin. On lui recommande une amputation de l'orteil, mais le rastafarisme interdit toute amputation. Son cancer s'est généralisé en 1980 et il meurt à Miami le 11 mai 1981. Le héros de la tendance reggae fut inhumé le 21 mai dans sa paroisse de naissance à Sainte-Anne, en Jamaïque, après des funérailles nationales à Kingston qui ont attiré des centaines de milliers de personnes. Sa musique a touché tous les publics, transcendant les genres, comme en témoigne un large culte encore en pleine expansion dans le monde.
L'influence de sa musique et de sa philosophie est grande au Mali. C'est ainsi que le mouvement des Rastas du Mali, Mourasma, a vu le jour en 1992. C'est une communauté d'1 millier d'individus basée dans les quartiers de Lassa en commune 4. Une communauté qui adhère au concept panafricaniste de Bob. What about the let's get together and feel alright? Bob Marley, il est l'un de ces messagers qui a reçu de bien traduire la souffrance de tout un peuple, tout un continent. Il a réussi à hausser quand même l'image du rastafarisme à un point tel qu'on ne peut que lui rendre hommage et pour commémorer quand même l'anniversaire de sa mort. Vous avez remarqué, il y avait 3 femmes qui faisaient les chœurs avec lui. Il y a Marcia Griffiths, il y avait sa femme aussi, Rita Marley, et il y avait Jadi Moat. Bob Marley, il avait beaucoup de considération pour la femme. Le reggae est la musique de méditation du Rasta qui s'identifie aux couleurs rouges, jaunes et verts qui sont celles du drapeau millénaire de l'Éthiopie, source du mouvement. Il est végétarien, non violent et adepte de la paix. Un Rasta doit aussi être bon, gentil, sociable, aimer son prochain. Si vous êtes positif dans le cœur, que vous ne pensez pas du mal de votre prochain, que vous vous battez pour que le monde soit positif, vous êtes Rasta. Parolier remarquable, capable de s'approprier les formules du langage populaire, n'hésitant pas à aborder les thèmes les plus contestataires, Bob Marley reste d'abord un symbole d'émancipation et de liberté des peuples. King of Kings, Salam Wadada, peace and love. Don't worry about a thing. C'est sur cette note de Bob Marley que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Pour la grande édition du soir, vous serez avec Nyanya Loutraoré, mais elle va vous présenter le flash de 18h d'abord. Quant à moi, on se retrouve demain à 10h et à 13h, s'il plaît à Dieu. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. À bientôt.